Bonsoir Monsieur le Préfet. Bonsoir Monsieur Samari. Merci d'avoir accepté une nouvelle fois cet entretien avec Objectif Gare pour faire le point pour nos lecteurs sur la situation dans le département. La première question qu'on avait envie de vous poser, puisqu'on s'était vu avant les annonces du Président de la République et du déconfinement qui est annoncé pour le 11 mai, est-ce que déjà vous avez quelques premiers éléments sur comment va se dérouler le déconfinement sur le département ? Non, je vais vous décevoir, on n'a pas beaucoup d'éléments supplémentaires. Les préfets sont logés à la même enseigne que le reste de la population de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on nous demande le mot d'ordre qui nous est donné dans nos communications internes avec le ministre de l'Intérieur en particulier. C'est toujours la priorité au confinement. Donc on n'oublie pas le déconfinement, bien sûr, pour répondre à votre question, mais c'est la priorité au confinement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de scoop ou d'information particulière. J'ai noté comme vous aujourd'hui, puis c'est un jour particulier, que le ministre de l'Éducation nationale a donné quelques précisions sur la façon dont pourrait se passer la rentrée scolaire. On va en parler dans quelques instants. Mais à part ça, pour le moment, nous ne savons pas plus de choses que le commun des mortels français. Tout le monde s'est fixé sur cette date du 11 mai, sauf que quand on écoute bien le président de la République, il a parlé d'un objectif du 11 mai et pas forcément d'une date butoir où tout le monde allait ressortir sans, j'ai envie de dire, organisation. Est-ce que l'on pourrait imaginer, même si pour l'instant on est certainement dans la fiction, que l'on puisse réouvrir plus facilement certains territoires du Gard, plus que d'autres ? Par exemple, on pense à des zones plus rurales, qu'urbanisé. J'ai entendu des arguments dans les deux sens. Certains disant oui, effectivement, pourquoi pas, sur des zones moins touchées, ça veut dire que c'est plus sain et donc on peut ouvrir. D'autres disant non, au contraire, la population n'est pas du tout immunisée dans ces zones-là. Je crois que la décision sera compliquée à prendre. On ne sait pas grand-chose sur la façon dont les choses sont envisagées. Ça va être annoncé assez vite. Maintenant, c'est prévu pour le Conseil des ministres du 29 avril. Oui. Donc, effectivement, je pense qu'on sera amené. Il y a des choses qui ont été exclues, vous le savez. En principe, le président de la République a fait savoir qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait un déconfinement par âge. C'est une hypothèse qui avait été beaucoup évoquée. Oui, effectivement. Mais pour le reste, et la deuxième borne, si l'on peut dire, en dehors de cette prise de position du président de la République, c'est la prise de position déjà plus ancienne, mais qu'il faut rappeler, du Premier ministre, qui avait dit qu'il n'y aurait pas un déconfinement général en un jour et pour tout le monde. Bon, je rappelle aussi qu'à partir du 11 mai, si on se réfère au propos du président de la République, on ne sera pas tous en train de boire un verre ensemble pour fêter ça, puisque les bars et restaurants resteront fermés. Donc effectivement, le 11 mai sera le début du déconfinement, ça ne sera pas le jour du déconfinement. Est-ce que vous allez, là aussi c'est une interrogation de nos lecteurs qui est revenue à plusieurs reprises, maintenir le couvre-feu à partir du 11 mai, de 22h, rappelons-le, à 5h du matin, uniquement pour quelques grandes communes du département ? Alors, premièrement, je ne sais pas encore. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va dépendre. Je rappelle que ces arrêtés de couvre-feu, je les ai pris, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, en accord et à la demande des maires concernés. Ce n'est pas quelque chose que je leur ai imposé. Les maires envisageaient d'ailleurs d'en prendre eux-mêmes, et je l'ai fait puisque c'est une compétence préfectorale. Bien sûr. Bon. Ensuite, vous le savez sans doute, sur le territoire français, les départements où il y a des arrêtés de couvre-feu sont minoritaires. Il y en a peu finalement. Donc ça plaiderait pour qu'on lève ces mesures. Mais il faut rappeler que l'état d'urgence sanitaire, si le déconfinement commence à partir du 11 mai, l'état d'urgence sanitaire dure, lui, jusqu'au 23 mai. La loi va jusqu'au 23 mai. Donc les mesures qui sont effectivement prises dans ce cadre-là, elles sont toujours en vigueur. En réalité, pour répondre à votre question, désolé, c'est pas pour me dérober, beaucoup de choses vont dépendre de ce que le gouvernement va annoncer dans son plan du 29 avril. Je pense que Mais on pourrait imaginer, par exemple, qu'il y ait ce début de déconfinement à partir du 11 mai, et en même temps, peut-être, sur les premières semaines après ce début de déconfinement, un couvre-feu maintenu pour rappeler quand même qu'on est dans une période de grave crise sanitaire. Ce n'est pas impossible, tout comme je ne veux pas vous donner des peurs anticipées, mais tous les préfets qui sont dans des départements littoraux, comme moi-même, réfléchissent à ce qui va se passer par rapport aux plages, évidemment, parce que les mesures que nous avons prises pour le moment d'interdiction d'accès aux plages, toujours dans la logique de confinement, est-ce que nous devons les lever ? Bien sûr, ceux qui plaident pour l'économie touristique de nos départements vont nous dire « Mais oui, on est en train de mourir, aidez-nous, il faut que les touristes reviennent nombreux ». En même temps, vous avez eu ces images de Floride qui sont terribles pour nous, dans lesquelles le gouverneur de Floride, obéissant aux injonctions du président Trump, a ouvert les plages et ça a été pris d'assaut. Et on avait des gens qui étaient littéralement entassés les uns sur les autres. Donc ça, c'est malheureusement des situations qu'on ne veut pas voir se créer.
Donc il y aura des contraintes après le 11 mai. Oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas vous répondre pour le moment. Pour le moment, je vous promets que je le ferai d'ici à la fin du mois quand on y verra clair sur le plan gouvernemental. Sans paraphraser finalement le Premier ministre et sur ses interventions de dimanche dernier, de toute façon, on ne reviendra pas à une vie normale, y compris dans le Gard. En tout cas, à mon avis, pas dans l'année civile en cours. Et donc, il y aura des restrictions. Non seulement parce que certaines mesures de confinement ne seront pas levées, mais peut-être, je viens de vous donner l'exemple des plages, peut-être y aura-t-il des mesures supplémentaires qui seront prises en concertation entre les préfets concernés, avec quand même la logique toujours de garder cette distanciation sociale. Quand vous écoutez les épidémiologistes, ils vous disent que c'est un point essentiel, se laver les mains et la distanciation sociale. Donc, et le port du masque qui revient de plus en plus, on en avait parlé ensemble la dernière fois. Et le port du masque, bien entendu. Qui sera certainement pas obligatoire, mais fortement conseillé. Non, il ne sera pas obligatoire. Vous avez vu qu'il y avait un maire dans la région parisienne qui avait pris un arrêté le rendant obligatoire. Le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française, a tranché. Il n'a pas le droit de le faire. C'est une mesure qui serait très compliquée à mettre en œuvre de toute façon. Mais effectivement, qu'il soit, à défaut d'être obligatoire, qu'il soit recommandé, notamment, ça a été presque dit par le Premier ministre, pour les transports en commun, ça paraît quand même très vraisemblable. Et du reste, vous le savez comment, on l'a évoqué dans notre dernier entretien, beaucoup de collectivités ont anticipé les choses, alors même que cela n'était pas demandé, mais je ne peux pas leur reprocher, et sont en train d'acheter de grandes quantités de masques pour leur population. Un mot sur les établissements scolaires. Effectivement, vous en parliez tout à l'heure. Le ministre de l'Éducation nationale a fait des annonces aujourd'hui à la mi-journée sur, on va dire, les premiers principes en termes d'organisation qui vont se mettre en place. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots comment ça va se passer pour nos lecteurs dans le département ? Bon, ce qu'il a annoncé, effectivement, c'est qu'on procéderait par roulement, c'est-à-dire par groupe de 15 élèves, c'est cela, et en commençant par les grandes classes, c'est-à-dire le CP, les grandes sections, les CP, les CM2. Bon, c'est effectivement ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Après, et bien entendu, moi je représente l'État, donc je ne peux donner que la parole du ministre. Je sais que Madame la rectrice, qui a engagé une concertation dès la semaine dernière avec les élus, travaille avec tous ses services sur ce sujet, c'est sa compétence, effectivement. Mais après, je rappelle qu'il y a d'autres acteurs que l'État dans le processus d'éducation nationale, et je ne le dis pas au hasard, je le dis parce que vous avez peut-être vu, comme moi, que certains maires ont fait savoir, ils sont encore minoritaires, donc j'espère que nous les convaincrons de renoncer et qu'ils ne feront pas école, si je puis dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Enfin, certains maires ont décidé effectivement de ne pas ouvrir leur école le 11 mai pour le moment. Donc il y a les écoles primaires, je le rappelle, appartiennent aux communes, donc il y a une responsabilité du maire. Et puis il y a aussi les enseignants qui, le troisième acteur, c'était maintenant l'enseignant. Qui pourraient faire valoir leur droit de retrait, peut-être ? Exactement, c'est possible. Si vous avez lu des déclarations syndicales sur le sujet, c'est pas du tout hypothétique. Donc, le 11 mai, c'est un objectif. M. Blanquer a précisé les choses aujourd'hui. Il faudra voir après comment ça se met en œuvre sur le territoire. Ça suppose, je pense, que d'ici au 11 mai, nous arrivions à rassurer ces acteurs, les enseignants, les élus, les parents d'élèves, bien entendu, tous ceux qui gravitent autour des élèves, sur le fait qu'on a pris toutes les garanties voulues. Il y a beaucoup de travail à faire. Est-ce que, parce que là aussi c'est une interrogation qui est beaucoup revenue de nos lecteurs parents d'élèves et qui disent, est-ce que ce sera obligatoire de mettre nos enfants à l'école ou est-ce qu'on pourrait imaginer de continuer à faire l'enseignement à distance ? Le principe, vous le savez, en France, c'est que la scolarité est obligatoire, mais les formes de cette scolarité varient. On peut même, dans certaines conditions, je répète, dans certaines conditions, je le redis, on peut même faire de l'enseignement chez soi, si on le souhaite. Là, vous parlez d'enseignement à distance, mais il est possible aussi d'être l'enseignant de ses propres enfants si on fournit certaines garanties. Donc, est-ce que ce que vous pouvez dire peut-être ce soir, même si bien évidemment il y aura des précisions qui seront apportées, c'est que si les écoles réouvrent, il y aura forcément toutes les conditions de sécurité réunies pour l'accueil de ces enfants. Moi, je ne peux pas concevoir qu'il en soit autrement. C'est très clair. Je crois que quand vous lisez les déclarations... Parce qu'elle est là, l'inquiétude des parents. Vous avez les déclarations des élus dont je parlais. Il y en a qui ont dit « je n'ouvrirai pas ». Il y en a d'autres. J'ai été, comme beaucoup d'habitants de Nîmes, destinataire d'un message du maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, qui disent pas « je ne vais pas ouvrir les écoles », mais ils disent « je suis très attentif et je vais vérifier qu'il y a toutes les garanties voulues ». Et parmi les syndicats, vous savez, qui disent « non, c'est pas raisonnable ». D'autres qui disent « nous allons voir si les garanties sont là ». Donc ça, c'est très clair. Si toutes les garanties de sécurité ne peuvent pas être apportées, de mon point de vue, on n'arrivera pas à ouvrir ou on ouvrira pour une petite minorité d'écoles. J'espère que c'est pas ce qui produira, mais au jour d'aujourd'hui, on voit bien qu'on a un gros travail de pédagogie, d'explication à faire.
Est-ce que l'esprit, c'est pas non plus, et le président de la République l'avait rappelé dans son allocution, c'est finalement aussi de réouvrir les écoles, en particulier pour les enfants les plus en difficulté aujourd'hui, les enfants qui ont décroché dans cet enseignement à distance? Bien sûr, ils sont bénéficiaires comme les autres de cette scolarité, mais vous l'avez vu, le critère qui est retenu par le ministre de l'Éducation nationale, c'est un critère de nombre. Hein, c'est des groupes de 15 élèves. Oui. Il n'a pas précisé que ce seraient des élèves par niveau, par difficulté. Parce qu'on s'est posé la question à un moment Oui, donné, ça pouvait être légitime, mais parce qu'il y avait des familles qui parvenaient à faire l'enseignement à distance, et ça, pour le coup, ça ne posait pas de problème qu'ils restent à la maison, continuer sur cet enseignement à distance. Oui, mais dans tous les cas, c'est très compliqué à évaluer. Ouais. Vous pouvez très bien avoir une famille qui essaie de faire les choses le mieux possible, et donc vous allez dire, eux, ils font ce qu'il faut, et puis après, si on arrive, c'est toujours compliqué, mais à faire un contrôle, on s'apercevra que pour telle ou telle raison, en définitive, l'élève n'y est pas réceptif. Voilà, c'est ça, la pédagogie, ça ne s'improvise pas. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Un mot santé aussi, on a constaté depuis quelques jours un accroissement, alors pas significatif non plus, mais des hospitalisations dans le Gard liées au Covid-19. Est-ce que vous avez des précisions là-dessus et pourquoi ça progresse un petit peu ? Oui, ça progresse un petit peu. Non, je n'ai pas d'explication. Vous savez, depuis le début, c'est pas pour paraphraser ce qu'a dit le Premier ministre sur le fait qu'on y avait plein de choses qu'on ne savait pas, mais je vous ai déjà évoqué dans l'entretien précédent mon étonnement et celui de mon collègue de l'Hérault d'ailleurs, entre la disparité entre les deux départements, hein, où on est, nous, alors qu'on est à une cinquantaine de morts aujourd'hui, ce qui est évidemment un chiffre terrible, mais l'Hérault est à presque 3 fois plus. Donc effectivement, c'est difficile à comprendre. C'est pas du tout le rapport entre les deux populations. Donc non. Mais sur ces derniers jours, en tout cas, je crois pas que ce soit un phénomène significatif. Particulière sur cette petite évolution. Non, le phénomène significatif, c'est plutôt le fait, me semble-t-il, que le nombre de morts a tendance à ralentir petit à petit. Et on a l'impression qu'effectivement, le fameux plateau dont tout le monde a parlé, nous y sommes à notre tour. Vous savez qu'il y avait un certain nombre d'acteurs au début de cette pandémie qui disaient, oui, mais enfin, si je puis dire, pas méchamment, mais vous ne perdez rien pour attendre, c'est-à-dire c'est le Grand Est et l'Île-de-France, mais ça va venir aussi dans le Sud. Et on s'aperçoit que c'est arrivé, oui, bien sûr, dans le Sud, mais pas dans les proportions de ces autres régions de France. Donc c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer dans ce domaine. Vous avez annoncé un chiffre, là, à l'instant, d'une 50aine de morts dans le département. Pourtant, l'ARS continue à nous annoncer qu'il n'y en a qu'une 30aine. D'ailleurs, ce week-end, avec une petite erreur d'appréciation, parce que vendredi, on nous a annoncé 32 morts, puis finalement, le samedi, il n'y en avait plus que 31. Donc, on s'est dit que c'était peut-être une erreur, effectivement, dans le communiqué. Est-ce que vous avez, parce que là aussi, c'est important en termes de transparence, et le gouvernement a insisté sur, effectivement, cette transparence-là. Et finalement, dans le département, on a du mal à s'y retrouver entre les hospitalisations et les morts à l'hôpital public, et puis ensuite dans le privé, et en particulier dans les EHPAD et les maisons de retraite. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez, vous, un chiffre consolidé ? On est plutôt autour d'une 50aine, c'est ça ? Ah oui, je l'ai tous les jours, le chiffre. Actuellement, au bilan d'hier, il était de 51 morts au total, c'est-à-dire 35 en hôpital public et 16 effectivement dans des EHPAD ou des établissements de santé pour personnes âgées. C'est la réalité des chiffres. Alors effectivement, il y a des décalages dans les chiffres annoncés par l'ARS. Il y a eu, effectivement, c'est pas lié à la période de Pâques, personne n'est ressuscité, hélas, dans les morts du Gard, mais ils s'étaient trompés sur un mort en hôpital qu'ils avaient compté 2 fois. Donc le bon chiffre est bien à 35, je maintiens, je persiste et je signe. Et puis il y a eu 16 morts, dont un encore hier dans un EHPAD. Donc effectivement, ça fait bien un chiffre de 51. Le système de remontée d'informations concernant les EHPAD, vous le savez, a été mis en place tardivement. Oui. Et donc, la centralisation de ces résultats par l'Agence régionale de santé connaît, je lui ai signalé, comme tous mes collègues depuis le départ, connaît un grand retard. C'est-à-dire que nous avons, entre guillemets, les vrais chiffres, mais dans leur système d'enregistrement, le temps que ça arrive, que ce soit validé, il y a un décalage souvent de plusieurs heures, voire de plusieurs jours. Donc ça explique ces chiffres, mais le bon chiffre, c'est celui que je viens de donner, on est à 51 morts. Dernier chiffre autour de ça, même si c'est un sujet forcément qui est difficile, mais quand même, l'INSEE aussi a fait de la communication là-dessus sur les surmortalités par département. Finalement, on constate que effectivement, par rapport à 2019, on a une légère surmortalité en 2020. Par contre, la surmortalité était beaucoup plus importante en 2018. En fait, tout ça est conjugué aussi certainement par le confinement, où il y a moins de problématiques en termes de sécurité routière. Alors, c'est malheureux parce que ce n'est pas le cas depuis quelques jours, mais on va dire globalement, est-ce qu'effectivement on constate que la surmortalité,
elle n'a pas non plus été exponentielle Ah ces non, dernières, c'est très clair. ces dernières semaines. Vous avez dit l'essentiel. On n'observe pas de surmortalité, au moins dans notre département marqué. Et je rappelle que là, ces chiffres sur la mortalité englobent toutes les causes de mort. Donc c'est pour ça que vous avez raison d'évoquer notamment la sécurité routière, mais il y a aussi l'épidémie de grippe qui se poursuit, mais qui a été finalement moins redoutable que ce qu'on craignait. Et même, en effet, vous l'avez dit, cette pandémie, beaucoup d'experts aujourd'hui considèrent que si, par rapport au scénario catastrophique qu'on envisageait au départ, on en est à 20 000 morts aujourd'hui en France, c'est un chiffre terrible et considérable, mais je vous rappelle que dans les scénarios envisagés au niveau national, certains parlaient d'un scénario à 100 000 morts, qui paraît aujourd'hui quand même très hypothétique, et heureusement. Non, effectivement, on est sur des données fragiles, mais il n'y a pas de surmortalité marquée dans notre département, c'est très clair, toutes causes confondues. Un dernier mot rapide concernant le déconfinement. Est-ce que le préfet du Gard est inquiet parce que la saison estivale arrive, parce qu'il va y avoir le déconfinement, alors de manière progressive au mois de mai, au mois de juin peut-être, mais il va y avoir forcément aussi des touristes du pays qui vont venir sur le littoral gardois. Et j'en profite aussi, du coup, ça fera une double question. Est-ce que vous allez autoriser l'ouverture des campings sur, en particulier, Grau-du-Roi, Port-Camargue, etc., d'ici cet été ? Vous pourriez ajouter les hôtels, parce que la question des hôtels est également posée. Je ne sais pas répondre à cette deuxième question, parce que, encore une fois, je suis navré de toujours invoquer cela, mais j'ai besoin d'avoir le cadre national. Vous imaginez bien que si le préfet du Gard ouvrait tout seul les campings et que personne d'autre ne le faisait, ou les hôtels, ça surprendrait au niveau national. Donc j'ai besoin là-dessus de consignes nationales qui viendront dans le cadre du plan gouvernemental. Après, est-ce que je suis inquiet ? Oui, c'est évident. Je le suis surtout dans l'immédiat pour des raisons économiques, pour notre économie touristique. On sait qu'on est dans un département très fragile, vous le savez, il est classé dans les 5 plus pauvres en France. Donc on part de plus loin que d'autres. Quand vous avez un département qui est à l'arrêt complètement économiquement, mais qui quand même a une situation économique plutôt prospère, il y en a dans ce pays, heureusement, ses capacités de rebond sont plus importantes. Nous, il va falloir partir de loin. Je connais le courage des Gardois, mais ça va être compliqué. On a cette économie touristique qui compte beaucoup pour nous. Vous avez entendu la prudence du Premier ministre en réponse aux questions sur ce sujet. Y compris sur les campings. Exactement. Il a été d'une très grande... Et ça fait la deuxième fois, parce que quelques jours plus tôt, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, avait lui aussi dit que il avait des amis, il leur conseillerait pas de réserver à l'étranger. Donc déjà, c'est ça, le message est quand même, me semble-t-il, très, très, très clair. Et quant aux vacances en France, la question lui était posée très clairement, vous l'avez entendu, et la réponse, le moins qu'on puisse se dire, était plus que prudente. Pourtant, je peux vous assurer, parce que nous sommes en rapport étroit avec le cabinet du Premier ministre, évidemment, il n'ignore pas les problèmes des départements touristiques. Nous les avons fait tous remonter, à commencer par notre préfet de région, par les élus de ce territoire. Mais effectivement, s'il a fait une réponse si prudente, c'est que rien n'est garanti. Alors bon, on verra bien ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas. J'ai évoqué la question des plages. Ce soir, vous ne pouvez pas, aux propriétaires de camping, leur laisser imaginer qu'ils puissent ouvrir peut-être cet été. Très franchement, j'aimerais leur dire oui, parce qu'en tant que préfet, et je suis conscient de l'aspect économique, à eux et aux responsables d'hôtels et de restaurants, mais très honnêtement, ce serait irresponsable de ma part de prendre un engagement là-dessus, parce que pour le moment, je n'ai aucune garantie qu'on pourra ouvrir les campings, les hôtels, les restaurants. On sait que ce ne sera pas le cas, en tout cas pour les hôtels et les restaurants, avant la mi-juillet. Les campings, honnêtement, si on n'ouvre pas les hôtels et les restaurants avant la mi-juillet, je vois mal comment on ouvrirait les campings entre nous, ça me paraît compliqué. Donc c'est sûr que déjà, la mi-juillet, vous avez les vacances d'été qui sont bien commencées quand même. Donc c'est sûr que sur ces sujets, il y a une très grosse incertitude et que j'espère, et j'y travaille tous les jours, que nous ne serons pas doublement sinistrés. D'abord au plan sanitaire et ensuite au plan économique, encore plus que les autres. Et encore plus sur la question, et c'est la toute dernière pour le coup, sur les festivals d'été, parce que là aussi le ministre de la Culture a été pas ambigu, mais a laissé entendre que pour des petits festivals, on pourrait imaginer une autorisation. On sait que dans le Gard, il y en a quand même quelques-uns, en particulier dans les Cévennes. Et est-ce qu'on pourrait imaginer là une autorisation peut-être, mais pas avant le 15 juillet ? Bon, oui, d'abord, c'est de toute façon après le 15 juillet. Mais un préfet ne peut pas aller démentir ou commenter les propos d'un ministre. Le ministre de la Culture a parlé, dont acte. Simplement, ça me semble, sur le terrain, et je ne suis pas le seul à le dire,
terriblement compliqué à mettre en œuvre. Quelle est la jauge, comment on peut imaginer D'une part, d'autre part, j'ai pas mal d'acteurs de terrain qui se sont manifestés spontanément autour de moi en disant enfin là on comprend pas, vous nous interdisez les grands festivals, vous nous interdisez des rassemblements avec parfois juste quelques personnes et vous autoriseriez un petit festival ou 10 petits mais à quel effectif, et même si c'est 100 personnes, c'est un gros effectif déjà. Donc très franchement, sur cette ouverture faite par M. Riester, le ministre de la Culture, nous verrons au cas par cas, il nous donnera sans doute des directives plus précises, mais ça me semble extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, de nous avoir accordé cet entretien ce soir. C'est toujours avec plaisir que je réponds à vos questions, M. Samary. Merci.